Nous allons essayer d'enchaîner sur la conférence inaugurale. Je vais laisser... Mon improvisation s'achève, donc je passe la parole au maître de conférence, au maître de cérémonie titulaire, qui va mieux faire les choses. Bon, pas mieux. On fera ce qu'on sait faire. Bonsoir, chers amis, chers docs, bonjour. Ah voilà, j'ai dit bonsoir, personne n'a réagi, ça veut dire que vous êtes vraiment dans votre journée. Nous sommes vraiment le matin, je vous dis bonjour. Voilà, je suis John et je serai votre MC ce matin. Après, bien sûr, l'ouverture officielle, nous allons accueillir la conférence inaugurale de ces 6e journées. Voilà, le thème, il est bien choisi, le numérique et l'innovation au service des cliniques privées. Mais le thème sur lequel nous démarrons cette journée, le thème, il dit le numérique comme levier de transformation du système de santé au Bénin. Et pour cette conférence, nous allons inviter, bien sûr, le modérateur. Je voudrais nommer Dr Massimilien Odjedo. Il est conseiller au numérique du président de la République. Sortant. Mais il est toujours, puisque le président de la République, jusqu'à l'heure où nous parlons, demeure le président Patrice Talon. Il est son conseiller au numérique. Il est également directeur de la digitalisation et du numérique à l'Agence béninoise des médicaments et des produits de santé, ABMED. Celui dont on parle, il est également vice-président du comité consultatif pour l'intelligence artificielle éthique et équitable, voilà, en Afrique, et membre du groupe de travail du Conseil africain de l'intelligence artificielle Smart Africa. Dr Odjedo, au cours de sa carrière, bien sûr, il a occupé plusieurs fonctions stratégiques, notamment, je cite, directeur général de l'Agence des services et systèmes d'information du Bénin, ACSI. Il a été également directeur du programme de résilience du groupe de la Banque mondiale. Il a été, je continue, chef du programme national de traçabilité des médicaments, titulaire d'un doctorat en management stratégique du numérique à l'Université polytechnique de Kharkiv. Notre doc, voilà, a un master of sciences et ingénierie des systèmes et il a également un diplôme d'ingénieur en management des services d'information. Je rappelle encore une fois son nom, Dr Odjedo est connu comme expert en gouvernance stratégique et résiliente de la transformation digitale. Il est un homme conçu, il faut le dire ainsi, par tout ce qu'il a appris, tous ses diplômes, pour diriger plusieurs programmes majeurs d'économie digitale dans le secteur public, privé, sanitaire, social et financier. Nous avons l'honneur de l'accueillir aujourd'hui comme modérateur de notre conférence inaugurale. Je vous prie de l'accueillir par des ovations, Dr Odjedo. Voilà, on l'accompagne comme ça. Je dirais, waouh, quel parcours. Je vous prie de vous installer en tant que modérateur, voilà, au milieu. Voilà, vous serez naturellement accompagné par, je peux dire, le rapporteur en chef aujourd'hui. À ses côtés sera Madame Konder, DG Serena. On l'accueille également, merci. Voilà, on l'accueille jusqu'à ce qu'elle s'asseye aux côtés de Dr Odjedo. Ensuite, nous allons
appeler Dr Soreto Josias, président, voilà, de l'ACPB. Mais est-ce qu'on peut, un peu de quand même, voilà, il mérite aussi. On décline pas son CV à lui quand même, mais il mérite. Et enfin, nous allons accueillir Madame la représentante de l'OMS. Du représentant. Ah non, là, c'est Madame la représentante du représentant résident de l'OMS au Bénin. Allez, mais représentant du représentant résident, on l'accueille également. Merci. Gracias. Le numérique au service, bien sûr, du système de la transformation, ou bien le numérique comme levier de transformation du système de santé au Bénin, c'est le thème que vous êtes appelés quand même à décortiquer avec nous. Le plateau est à vous, chers coordonnateurs, chers j'ai dit modérateur, cher rapporteur, cher président de l'ACPB et cher représentant du représentant résident de l'OMS. Merci, nous sommes tout de suite. Bonjour, chers tous. Monsieur le Président de l'ACPB, Madame la représentante du représentant résident de l'OMS au Bénin, Mesdames et Messieurs, chers invités, en vos rangs, qualités confondues, bienvenue à ce panel inaugural de haut niveau de la conférence de l'Association des cliniques privées du Bénin. Avant ce panel, nous avons eu droit à plusieurs interventions qui ont planté le décor. Et lors de ce panel, nous allons parler donc du numérique comme levier de transformation du secteur de la santé au Bénin. Je vais introduire en disant que le numérique redessine aujourd'hui tous les contours de nos sociétés. Et la santé, le secteur de la santé, n'y échappe pas. Au Bénin, sous l'impulsion du président de la République, nous avons fait du numérique un axe stratégique du développement. Et la santé est l'un des secteurs, comme vous pouvez le deviner, où cette transformation est non seulement urgente, mais prometteuse, au regard donc des challenges qui sont les nôtres. Le panel de ce jour va réunir autour donc de la table Madame la représentante donc du représentant résident de l'OMS au Bénin, Monsieur le Président de l'ACPB, et ce panel sera monitoré avec ma chère collègue, Madame la directrice de Serena. Ce panel va durer environ une cinquantaine de minutes et nous allons, à tour de rôle, dresser l'état des lieux de la santé digitale au Bénin, identifier les leviers d'action et essayer d'ébaucher une feuille de route qui soit inclusive, partagée entre tous les acteurs clés du secteur de la santé. Je vais peut-être laisser les panélistes
se présenter avant que nous ne passions aux questions principales. Merci. Ok, merci et bonjour à tous. Je suis le docteur Sonia Ouedraogo, je suis médecin épidémiologiste. Je travaille pour le bureau pays de l'OMS au Bénin et je suis chargée des urgences sanitaires. Donc je représente monsieur le représentant Ampéchi. Merci. Moi, c'est docteur Soreto Josias. Je suis médecin ORL, promoteur de cliniques privées depuis une vingtaine d'années. Et je suis le président du conseil d'administration de l'Association des cliniques privées du Bénin. Bonjour, je me suis présenté. Maximilien Koyedo. Bonjour, Madame Simone Konder, directrice générale de Serena Medical Consulting. D'accord. On commence par ça d'abord. Pour, disons, animer ce panel important, pour planter le décor, je vais appeler le président donc, de l'Association des cliniques privées du Bénin pour une présentation qui nous permettra d'entrer dans le contexte donc, du sujet. Merci. Merci beaucoup. Qui de mieux pour parler de soi si ce n'est pas soi-même? Il est important que, à l'ouverture de ces journées, que nous puissions déjà, en tant que ACPB, que nous soyons en mesure déjà de planter le décor, d'expliquer les enjeux et surtout d'ouvrir la voie des perspectives pour que les autorités ici présentes puissent réellement nous donner leur avis. Le numérique comme levier de transformation du système de santé au Bénin, point de vue de l'Association des cliniques privées du Bénin. Diapo. Alors pourquoi parler du numérique aujourd'hui? Le système de santé mondial connaît une transformation profonde. Le numérique modifie les pratiques médicales, la gestion et l'accès aux soins. Les patients deviennent de plus en plus connectés et de plus en plus exigeants. Et l'actualité au Bénin le prouve, n'est-ce pas? Les structures sanitaires doivent donc gagner en efficacité et en traçabilité. Et le Bénin ne peut rester en marge de cette révolution. Oui, le numérique aujourd'hui n'est plus une option. Il devient une nécessité stratégique. Diapo. Quelle réalité actuelle nous pouvons dépeindre concernant le contexte du système de santé au Bénin? Nous avons quelques défis persistants, notamment les inégalités d'accès aux soins, et tout à l'heure, la représentante du représentant résident de l'OMS l'a abordé. Nous avons une insuffisance de ressources humaines, avec une fuite, un exode massif de ressources humaines qualifiées. Nous avons une faible interconnexion des structures sanitaires, avec lors des transferts, des difficultés d'avoir des données sur les patients. Nous avons une gestion encore largement manuelle des données des patients, des difficultés de suivi des patients et une faible exploitation des données sanitaires. Beaucoup de données, mais mal exploitées. Diapo. Mais face à ces défis, nous avons aussi des opportunités émergentes. Nous avons une forte progression du numérique au Bénin. Même dans les coins les plus reculés aujourd'hui, nous voyons presque tout le monde a un Android. Nous avons de plus en plus, nous assistons à un développement de start-up e-santé. Et aujourd'hui, tout au long de cette journée, on aura l'occasion de revenir sur quelques idées aujourd'hui, quelques start-up qui vont nous présenter leurs idées.
Nous avons une amélioration de la connectivité avec aujourd'hui la réduction du coût de connexion Internet avec les opérateurs GSM qui peuvent encore réduire. Mais aujourd'hui, avec une amélioration de la connectivité, de la qualité de la connexion, les gens sont de plus en plus connectés et ils ont accès à des données. Et nous avons surtout une volonté politique de modernisation et de numérisation. Et cela s'est traduit aussi dans le discours du représentant du ministère de la Santé tout à l'heure. Diapo. Alors, le numérique, aujourd'hui, transforme déjà les systèmes de santé. Et aujourd'hui, d'après les données de l'OMS, de la Banque mondiale, plus de 70% des pays aujourd'hui disposent d'une stratégie nationale de santé numérique, quitte à ce qu'elle soit mise en œuvre. Plus de 60% des pays utilisent la télémédecine dans certains services spécialisés. Et les systèmes numériques réduisent les erreurs médicales de 30 à 50% dans plusieurs études internationales. Les dossiers médicaux électroniques permettent une réduction importante des coûts administratifs. Diapo. Quelques exemples. Partie des pays les plus connectés. L'Estonie, par exemple, a un système de santé entièrement digitalisé. Le Rwanda, nous assistons à de plus en plus de digitalisation avec l'utilisation des drones pour la livraison de produits sanguins. Et cela permet de réduire énormément le temps de livraison de certains produits dans des situations critiques. En Inde, l'Inde a développé une plateforme nationale de dossiers médicaux numériques et la France que nous connaissons bien avec un développement massif de la téléconsultation après la Covid-19. Oui, le numérique devient un indicateur de performance des systèmes de santé de plus en plus. Diapo. Le secteur privé au Bénin constitue un acteur majeur du système de santé parce que le secteur privé contribue à l'offre de soins, à la création d'emplois, à la proximité des services, parce que les hôpitaux publics ne peuvent pas couvrir tous les services, à l'innovation organisationnelle, parce que le secteur privé est plus réactif lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des systèmes d'organisation, et aussi à la réduction de la pression sur les structures publiques. On sait que dans nos pays, 51 à 60% de la charge sanitaire est prise en charge par le privé. Diapo. Mais plusieurs défis persistent. D'abord, la faible digitalisation des cliniques, le coût des équipements, le manque de solutions adaptées, les difficultés d'interopérabilité et une insuffisance de formation. Diapo. Quelques expériences inspirantes dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. Nous avons parlé de l'Estonie, nous avons parlé de la Rwanda. On ne va pas revenir là-dessus, on va passer sur cette diapo. Du Kenya, avec le développement du paiement mobile en santé via une plateforme qui facilite le paiement des soins. Et ce qui est génial avec le Kenya, c'est qu'il s'agit d'une plateforme qui utilise le système de SMS plutôt que le système de connexion Internet. Ce qui a permis au temps de Covid d'avoir des données en temps réel sur la concentration des malades en fonction des zones. Nous avons parlé de l'Inde. La leçon pour nous, c'est que les solutions numériques peuvent être adaptées même dans des contextes à ressources limitées. Diapo. Les principaux leviers de transformation constituent l'amélioration de l'accès aux soins grâce au numérique. Aujourd'hui, nous avons la télémédecine, la téléexpertise, les rendez-vous en ligne, le suivi à distance, l'amélioration de la qualité des soins avec des dossiers médicaux numériques, la traçabilité, la réduction des erreurs et l'aide à la décision. Diapo. Et un autre défi pour nous, les praticiens du privé, le numérique nous aide à améliorer la gestion de nos structures sanitaires avec des systèmes de facturation, de gestion des stocks, de gestion RH, de pilotage des performances suivants. Ce que montrent les expériences internationales, c'est que grâce au numérique, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu une nette réduction. Aux États-Unis, par exemple, une étude a montré qu'on a eu une réduction jusqu'à 56% des erreurs de prescription grâce au système électronique. Et une réduction des délais de prise en charge au Royaume-Uni avec une amélioration du temps d'accès aux résultats des examens que le malade et le praticien peuvent avoir en ligne, même à distance. Nous avons aussi une amélioration de la gestion hospitalière dans quelques exemples qui sont là, au Singapour, au Canada. Et comme je le disais tout à l'heure, le numérique améliore à la fois la qualité, l'efficacité et la sécurité des soins. Diapo. Le numérique constitue donc une priorité stratégique avec des avantages par rapport à la centralisation des informations, la continuité des soins, la réduction des pertes d'informations
et une meilleure coordination dans la gestion des soins et une production de statistiques fiables. Et ça, c'est un gros problème pour le privé d'avoir des statistiques, des données pour peser dans les décisions. Mais pour que cela réussisse, il faut une standardisation, il faut une sécurisation des données, il faut une formation du personnel et un grand mot sur l'interopérabilité. Diapo. 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 Pourquoi la télémédecine est importante? Elle permet de rapprocher les spécialistes des populations. Et cela constitue une opportunité dans nos pays où, comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons une fuite de ressources humaines, où parfois un seul spécialiste peut couvrir plusieurs zones sanitaires. Cela va permettre d'améliorer le suivi des maladies chroniques. Et des expériences dans le monde ont montré un meilleur suivi des patients qui ont des maladies chroniques lorsqu'ils ont la possibilité de faire la télémédecine. Ça va permettre de désengorger certaines structures, de renforcer la collaboration entre professionnels et de réduire certains coûts. Diapo. Quelques domaines prioritaires, diapo. Avançons. On peut avancer également. Je veux rappeler quelques exemples. L'exemple de l'Afrique du Sud, où une utilisation de la téléradiologie dans certaines régions, ici c'est par rapport à l'intelligence artificielle, la téléradiologie a permis d'avoir la possibilité d'avoir des examens en temps réel et aussi l'interprétation des examens en temps réel. Cela constitue un défi. Avec des impacts qui ont été observés en Afrique du Sud sur la réduction des déplacements, un meilleur accès aux spécialistes, une réduction des délais de prise en charge. La télémédecine peut fortement améliorer l'équité territoriale qui est recherchée fortement par l'OMS. Parce que même les personnes qui sont enclavées, grâce à la télémédecine, peuvent avoir accès à certains spécialistes. L'intelligence artificielle. Révolution ou menace? Point d'interrogation. Quelles sont les applications possibles de l'intelligence artificielle? L'aide au diagnostic, l'analyse de l'imagerie, gestion des rendez-vous, l'assistance administrative, l'analyse prédictive. Mais on doit prêter attention parce que l'intelligence artificielle ne remplace pas le médecin. L'importance de l'éthique. Dans quelle mesure l'intelligence artificielle peut-elle être responsable, notamment lorsqu'il y a des erreurs? L'importance de la supervision humaine, l'importance de la protection des données. Donc l'intelligence artificielle doit rester au service de l'humain et non remplacer l'humain. Diapo. Par rapport à l'intelligence artificielle, au niveau de l'imagerie médicale, on voit l'intelligence artificielle qui est utilisée pour détecter certaines anomalies radiologiques. L'intelligence artificielle permet également une assistance au dépistage du cancer du sein ou de la tuberculose. En ophtalmologie, par exemple, l'intelligence artificielle est utilisée pour la détection automatisée de la rétinopathie diabétique, avec des modèles qui ont été utilisés dans différentes études. Dans la gestion hospitalière, l'intelligence artificielle a permis l'optimisation des rendez-vous, la réduction des absences, la prévision des flux de patients. La prévision des flux de patients. On a quelques exemples qu'on pourrait encore évoquer. Diapo. En santé publique, l'intelligence artificielle peut permettre également l'analyse prédictive des épidémies. L'analyse prédictive des épidémies. Aujourd'hui, nous avons quelques actualités en cours avec un nouveau virus, mais aussi, tout à l'heure, on a entendu parler d'une épidémie déclarée au virus Ebola en RDC. Donc, l'intelligence artificielle peut permettre une analyse prédictive des épidémies et des prises de décision, mais des limites à rappeler. Il y a des risques de biais dans l'intelligence artificielle, l'importance du contrôle humain et la nécessité d'un cadre éthique. Diapo. Aujourd'hui, un enjeu majeur, les risques croissants, les risques de piratage de données, de fuite de données, de cyberattaques, d'usurpation d'identité, de perte de confiance des patients. Parce que lorsqu'il y a une attaque, lorsqu'il y a une fuite de données, cela crée automatiquement une perte de confiance des patients. Lorsque des patients dont les données se retrouvent sur la place publique, on peut imaginer qu'ils n'auront plus envie de revenir dans cette clinique. Diapo. Donc,
quelles sont nos priorités? Les priorités, donc, c'est la sensibilisation, la régulation, la sécurisation des systèmes, la sauvegarde des données et une bonne gouvernance numérique. Et c'est en cela que la mutualisation dont a parlé M. Libet tout à l'heure est très, très, très importante pour qu'on puisse sécuriser l'avancée vers le numérique. La cybersécurité est devenue prioritaire aujourd'hui parce que de plus en plus de systèmes sont victimes de cyberattaques avec des piratages de plusieurs hôpitaux américains, une multiplication des ransomware dans le secteur sanitaire. Et cela a conduit à une paralysie des services, une perte de données médicales, un retard de soins, une perte de confiance des patients dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Diapo. Quelles sont les leçons pour le Bénin? Il faut investir dans le numérique, mais il faut surtout investir tôt dans la sécurité. Surtout chez nous, je l'ai déjà dit la dernière fois dans une conférence, où nous avons presque tous des logiciels piratés, où déjà les systèmes d'exploitation qui sont sur nos ordinateurs sont déjà piratés. Donc imaginez combien déjà nous sommes vulnérables, les informaticiens sont là pour en parler tout à l'heure. Il faut former les utilisateurs, mettre en place des sauvegardes, très important, des sauvegardes. Parfois 2, 3 sauvegardes, des backups. Renforcer la gouvernance des données. Diapo. Plusieurs obstacles également doivent être anticipés, notamment les défis techniques, la connexion Internet, l'électricité, le coût des équipements. Diapo. Les défis humains qui sont la résistance au changement, la faible culture numérique, le besoin de formation et les défis réglementaires, notamment sur la protection des données. Et nous aurons le temps d'en parler lors de ces journées, des normes et de l'encadrement de la télémédecine. Il faut tirer des leçons des expériences africaines par rapport au coût de la connectivité, par rapport aux pannes électriques. Et on sait ce que c'est. Les pannes électriques, les coupures de courant, la fragmentation des systèmes, de plus en plus de solutions, mais dans quelle mesure ces solutions peuvent parler ensemble? Le manque de formation et le faible financement du numérique. Diapo. Mais aussi, nous avons des opportunités, la forte pénétration du mobile, notre jeunesse qui est de plus en plus technophile, l'écosystème des startups qui est vraiment dynamique, la croissance rapide des solutions digitales africaines. L'Afrique peut éviter certaines erreurs des pays développés et adopter des solutions plus adaptées. Diapo. Notre conviction, c'est la vision de l'ACPB. Le numérique doit permettre des soins plus accessibles, des soins plus sûrs, des structures plus performantes, une meilleure coordination du système de santé. Alors l'ACPB souhaite accompagner les cliniques privées, promouvoir les solutions adaptées, renforcer les compétences et développer des partenariats stratégiques. Quelques actions prioritaires, c'est créer un cadre national d'interopérabilité. Cela constitue un cri de cœur à l'endroit des gouvernants, un cadre national d'interopérabilité. Former les professionnels de santé au numérique. Le privé prend sa part, mais pour que cette initiative aille à son thème, il faut que les gouvernants nous accompagnent. Encourager les start-up e-santé béninoises. On sait qu'il y a toute une politique pour encourager ces start-up, mais on peut aussi réfléchir à d'autres leviers pour pouvoir les encourager. Faciliter l'accès au financement digital des cliniques. Pourquoi ne pas réfléchir à une subvention ou parfois à un abattement sur les impôts pour faciliter l'accès au digital des cliniques. Renforcer la cybersécurité sanitaire et développer des projets pilotes de télémédecine. Et on espère que ces journées nous permettront d'identifier des projets pilotes qui peuvent être mis en œuvre. Ce qui fonctionne ailleurs, comme on l'a déjà vu, au Rwanda, c'est la collaboration État-Start-up avec des partenaires internationaux. Au Ghana, c'est la digitalisation progressive de certaines assurances santé. Au Kenya, c'est la collaboration entre les banques, les télécoms et le secteur de la santé. Et en Inde, un partenariat public-privé pour la digitalisation de masse. La leçon, les projets les plus réussis sont ceux qui impliquent plus d'acteurs. Et plus le public et le privé travaillent ensemble, plus la digitalisation réussira. Nous avons donc un appel aux partenaires. Donc la transformation digitale doit être collective. Nous avons donc besoin de l'implication du gouvernement, des ordres professionnels, des universités, des partenaires techniques, des banques,
des entreprises technologiques, des structures sanitaires privées, parce qu'aucun acteur ne pourra réussir seul. Les cliniques privées de demain, la clinique privée de demain doit être une clinique connectée, sécurisée, interopérable, orientée données, centrée sur le patient, ouverte à l'innovation, et le numérique deviendra un facteur de compétitivité demain. En conclusion, le numérique représente aujourd'hui une opportunité historique pour transformer durablement le système de santé béninois. Pour les cliniques privées, le numérique constitue un outil d'amélioration de la qualité, un levier de performance, un facteur d'innovation et une réponse aux défis futurs. Merci beaucoup pour cela le point de vue de l'Association des cliniques privées du Bénin. Merci. Ça ne marche pas. Merci, Monsieur le Président de l'ACPB. Vous avez évoqué plusieurs points très importants et critiques. Vous vous êtes focalisé sur, disons, le rôle donc, des cliniques privées. Vous avez peut-être oublié de dire que les cliniques privées représentent 52 à 60% de l'offre de soins au Bénin. Et pour repositionner ou bien peut-être appuyer votre point de vue, s'il y a des personnes qui continuent de douter de la raison pour laquelle il faut digitaliser les cliniques privées, je vais évoquer quelques points. La digitalisation des cliniques privées est importante en termes de qualité de soins parce que ça permet d'éviter jusqu'à 25%, vous avez parlé donc de ça tout à l'heure, des erreurs médicales. Ça permet une meilleure traçabilité. Elle permet une meilleure efficience opérationnelle puisqu'on peut avoir jusqu'à 35% de réduction au niveau des coûts administratifs. Et ce sont des chiffres qui parlent aux représentants des cliniques privées ici, mais aussi augmenter de plus de 20% la productivité donc des cliniques privées. Une augmentation de 40% de couverture des zones sous-dotées, parce qu'on remarque que la plupart donc, des cliniques privées, jusqu'à 90%, sont plus basées dans les zones urbaines. Donc ça permet un certain accès équitable. Cette digitalisation nous permet d'avoir des données pour les décisions stratégiques et permet aussi l'amélioration de la compétitivité sur le marché de la santé privée qui est de plus en plus compétitif. Nous avons donc votre point de vue et comme vous l'avez dit tout à l'heure à la fin de votre intervention, ce n'est pas un travail, ce n'est pas un projet, un programme qui peut être mené seul, que ce soit au niveau donc, du gouvernement, qui est un acteur central, une institution, que ce soit au niveau donc, des partenaires qui accompagnent cette transformation. Nous sommes tous appelés à accompagner et à travailler sur ces perspectives. Nous avons autour de cette table la représentante donc du représentant résident de l'OMS au Bénin. Je vais y arriver. Madame la représentante, est-ce que vous pouvez, au vu de ce qui a été dit, nous expliquer comment, de votre perspective, l'OMS peut garantir ou aider à garantir la réussite donc, de cette transformation digitale pour que, à la fin donc, du processus, on n'y ait pas une fracture sanitaire entre les zones urbaines et les zones rurales reculées du Bénin. Et de façon générale, quelles sont les perspectives donc, de l'OMS face à cette transformation digitale donc, du secteur de la santé, inclusif, je précise, qui ne met pas de côté le secteur public et le secteur privé. Merci. Merci pour cette opportunité. Je dirais que sur le point
selon le point de vue vraiment de l'OMS, cette transformation digitale qui est mondiale en ce moment est vraiment un levier pour non seulement renforcer le système de santé de façon générale, également c'est une opportunité pour améliorer l'accessibilité aux soins de santé, mais aussi pour accélérer, je dirais, la couverture sanitaire universelle. Je vais articuler mes propos autour de 5 principaux points. Avant cela, je dirais, comme les uns et les autres l'ont déjà mentionné, l'humain doit être au centre de cette transformation digitale. Et cette santé numérique-là se doit d'être au service vraiment de nos populations. Donc, il faut travailler à être guidé par des principes vraiment d'équité et des principes de bonne gouvernance. Je disais tout à l'heure que la santé numérique est de nos jours vraiment un mouvement global au niveau mondial. Voilà, tout le monde s'y met. De nos jours, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Europe, un peu partout, nous sommes guidés par cette santé numérique. Nous voulons travailler à digitaliser davantage nos soins de santé. Et c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, non seulement il y a eu une amélioration de l'accès aux soins de santé, mais aussi il faut mentionner le fait que nous travaillons également à améliorer la qualité des soins. Qui dit santé numérique dit également amélioration des diagnostics. Donc le clinicien, l'intelligence artificielle, comme on l'a dit, ne remplace pas certes le médecin, mais il va plutôt accompagner le médecin à améliorer justement ces diagnostics. Et grâce à la télémédecine, nos populations justement qui se retrouvent dans des zones rurales auront également la chance d'avoir accès à des soins plus spécialisés. Parce que nous connaissons tous la réalité dans nos pays. C'est difficile, en tout cas dans les zones rurales, de retrouver certaines spécialités cliniques. Mais grâce à la télémédecine, je pense que nous allons pouvoir réduire ces inégalités-là et travailler vraiment à des soins plus équitables. Donc, au-delà de l'apport du numérique, le docteur venait juste de le mentionner, il y a des exemples concrets, des exemples tangibles vraiment sur le bénéfice, la plus-value de cette transformation digitale des soins de santé. Voilà, donc il y avait l'exemple du Rwanda qui a été présenté tout à l'heure. Donc le Rwanda a travaillé à avoir par exemple un dossier médical électronique national. Donc ça permet vraiment d'avoir, non seulement de réduire les soins, et de réduire plutôt, comment dirais-je, de favoriser plutôt la continuité des soins. Voilà, donc le patient qui passe d'un clinicien à un autre, qui a tout un parcours médical, voilà, grâce à ce dossier médical, ça va permettre vraiment d'améliorer l'accès justement aux données, et ça va faciliter justement une meilleure prise en charge par le clinicien. Donc le Rwanda est un bel exemple, et je pense qu'au niveau du Bénin également, il y a des initiatives qui sont déjà en cours, et je reste convaincue que nous allons pouvoir justement utiliser cette transformation digitale-là pour améliorer l'offre de soins au Bénin. Les données. Tout à l'heure également, lors des discours, nous sommes revenus sur la sensibilité des données de santé. Donc, nous travaillons, nous allons installer des logiciels, nous allons mettre en place pas mal de dispositifs, mais il faut travailler à assurer vraiment la sécurité des données. La sécurité des données, la qualité des données. Donc, cette sécurité des données est non négociable. Parce qu'en tant que secteur privé, nous allons investir. Le secteur privé investit, innove plus facilement. Mais il faut que nous puissions travailler justement à protéger les données de nos patients. Ça, c'est un point vraiment non négociable, et je pense qu'ensemble, nous pouvons y arriver. La qualité des données. Nos décideurs ont besoin d'avoir des données pour justement prendre des décisions. Donc, il faut que nous puissions avoir des données de qualité pour la prédiction des épidémies,
Ça, c'est un premier point. Et également pour faciliter justement nos autorités à la prise de décision éclairée. Donc, la qualité des données est également un point très important. Et aussi, il faut que nous puissions travailler à avoir des ressources humaines qui sont qualifiées. Cela a également été mentionné. Nous allons investir dans des logiciels, certes, mais nous devons investir également dans les ressources humaines. Nos équipes doivent pouvoir manipuler correctement ces logiciels, doivent pouvoir également utiliser ces données à bon escient pour justement améliorer l'offre de soins. Pour ce qui concerne le secteur public-privé, je dirais que malheureusement dans pas mal de pays, c'est ce qu'on constate, il y a souvent une compétition entre le secteur public et le secteur privé en matière d'offre de soins, alors que ces deux secteurs sont plutôt complémentaires. Et nous avons les chiffres qui le montrent. Plus de la moitié des consultations, en tout cas, se déroulent dans les cliniques privées. Donc, les cliniques privées sont un gros pourvoyeur de données. Donc, il va falloir que nous puissions travailler à avoir cette interopérabilité entre le secteur public et le secteur privé. Il va falloir que nous puissions travailler également à orienter ce secteur privé-là. Et donc, cela passe par la bonne gouvernance. Donc, les autorités sanitaires, je n'en doute pas, accompagnent déjà, ils le font déjà et ils vont poursuivre. Ils vont accompagner justement et guider justement ce secteur privé-là dans tout ce qui est processus de digitalisation. Et enfin, je dirais, je vais conclure en laissant peut-être trois messages clés. Le premier message, c'est que le numérique est une opportunité majeure pour transformer les systèmes de santé, notamment en Afrique. Cette transformation doit être guidée par des données, également par la gouvernance, mais aussi, il faut que nous puissions travailler de façon équitable. Et bien sûr, il faut noter qu'elle ne peut être réussie qu'avec des partenariats solides entre le public et le privé. Et au niveau de l'OMS, l'OMS reste disponible à justement accompagner justement ce processus de digitalisation, que ce soit au niveau public, au niveau privé, à travers les différentes formations. Et également, nous avons des plateformes OpenWHO où il y a pas mal de formations certifiantes sur la santé numérique qui pourront vraiment guider le secteur privé justement dans ce processus de digitalisation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la représentante donc, du représentant président de l'OMS au Bénin. Je vois que nous approchons de façon logique vers la fin, vers la conclusion. Et pour introduire les parties conclusives, je vais citer Monsieur le Président de l'ASPCV, si vous le permettez. Dans une de vos interviews, vous avez dit, je cite, « Digitaliser, c'est mieux soigner. Et le futur commence maintenant. » Sans vouloir vous faire une entorse, je dirais, je suis tenté de dire que le futur a commencé hier. Pourquoi? Parce que en termes donc de disposition pour permettre au futur de se réaliser, le gouvernement a pris certaines dispositions déjà depuis hier. Comme l'ont mentionné certains, nous avons le code du numérique qui est en place. Nous avons une stratégie ou des stratégies donc, de développement donc, de la santé digitale. Nous avons des projets structurants, que ce soit dans le domaine de la pharmacie, comme l'a dit le représentant, le président de l'ordre des pharmaciens, qui, par exemple, e-pharmacie, qui permet donc de tracer les médicaments du fabricant jusqu'au patient. Nous avons des projets en cours qui permettent de digitaliser toutes les fonctions réglementaires, par exemple, du secteur pharmaceutique. Nous avons donc certains projets, que ce soit dans le domaine pharmaceutique ou bien dans le domaine donc, de la digitalisation de façon générale. Nous devons nous assurer que la sécurité des données, comme vous l'avez mentionné, est réelle.
Lorsqu'on prend tous ces points et à travers vos développements, est-ce que, je vais poser la question à vous deux, en commençant par le président donc, de l'APCB et madame la représentante présidente de l'OMC, si on doit retenir de façon succincte 2 ou 3 points essentiels pour ébaucher une feuille de route qui est commencée depuis hier vers le futur, quels sont ces 2 ou 3 points essentiels que vous retiendrez dans le cadre donc, de vos attributions? Merci. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Et on est content que ce soit vous qui modérez parce que vous connaissez bien de quoi nous parlons. Et j'ai remarqué, parce que vous êtes attentif à tout ce que nous disons. Et puisque tout à l'heure vous avez dit que le futur a commencé hier, je vais saisir la représentante du représentant résident au mot, parce qu'il y a 2 axes capitaux. Le premier axe, c'est la formation. Et tout à l'heure, et dans son intervention, elle a parlé de certaines formations certifiantes. Certaines formations certifiantes qui sont faites. Parce que quelque chose qu'on a remarqué parfois dans le privé, et c'est un plaidoyer que nous faisons, beaucoup de formations qui sont faites dans le public, et je suis heureux que le représentant du ministre de la Santé soit encore là. Certaines formations qui sont faites à destination du personnel des hôpitaux publics, souvent les hôpitaux privés, les cliniques privées sont oubliées. Et parfois, certaines de ces formations ne prennent pas non plus en compte la spécificité de l'emploi du temps du secteur privé. Parce que c'est un plaidoyer qu'on a toujours fait régulièrement. Et je pense que si nous voulons réussir la transformation digitale, c'est déjà de commencer vraiment une formation à la base. Et c'est pour cela que lors de ces journées, de cette 6e édition des Journées nationales des cliniques privées du Bénin, on a vraiment voulu former à la base. Parce qu'avant, on organise les journées, c'est les promoteurs des cliniques ou à la rigueur les gestionnaires qui sont là, mais on oublie le personnel qui travaille tous les jours. C'est pour ça que cette année, on a commencé le lundi par faire d'abord une formation des aides-soignants sur la digitalisation et les soins de base. Le mardi, on a formé les infirmières sur la pratique infirmière à l'ère du numérique, où on a parlé vraiment de la télésurveillance du parcours patient. Le mercredi, on a formé les sages-femmes et on a parlé du suivi digital de la grossesse avec des applications pratiques. Et le jeudi, toute la journée, nous avons fait une formation sur l'accueil. Et c'était impressionnant de voir le monde qu'il y avait. Et le jeudi, on a dû faire même 2 salles, tellement il y avait un engouement. Et à la fin, on a vu réellement comment tous les participants étaient très heureux, très contents. Ils ont vu eux-mêmes des erreurs qu'ils commettent, comment ils peuvent améliorer. Et notre plaidoyer, c'est de voir comment nous accompagner. Parce que ces formations que nous avons faites, c'est juste une ébauche. Et il faut maintenant approfondir ces formations. Déjà, on a réussi à le faire seulement qu'à Cotonou. Alors qu'on voit tout le pays jusqu'au nord du Bénin, où on ne réussit pas toujours à aller faire des formations parce que ça demande des moyens. Donc c'est un plaidoyer que nous faisons. Certes, nous-mêmes, on va se structurer pour bénéficier des accompagnements, mais je pense qu'un enfant qui vient vers son père qui exprime un besoin, le père peut l'aider à savoir comment mieux formuler son besoin. Parce que souvent, quand on va vers les institutions, la question c'est oui, vous n'avez pas bien formulé, il faut peut-être faire comme ça, vous n'avez pas suivi telle procédure. Peut-être que si le père sait que son enfant a besoin de quelque chose, il va l'aider à mieux structurer sa demande pour qu'il puisse réussir à bénéficier de cet accompagnement. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est un plaidoyer à l'endroit de toutes les institutions de gouvernance du numérique au Bénin sur l'interopérabilité. Parce que sans l'interopérabilité, nous allons dans la cacophonie. Parce que chacun vient avec une solution, avec autant d'idées pour accrocher le client. Oui, l'utilisation est gratuite au début. Chez moi, vous avez tel avantage. Chez moi, vous avez tel avantage. Donc, une clinique X
prend la solution A, une clinique Y prend la solution B, on se retrouve à la fin dans le même secteur, dans le même rayon, avec des solutions A, B, C, D, E, F, G, qui ne parlent pas ensemble. Donc, il faut forcément qu'il y ait une feuille de route gouvernementale sur l'interopérabilité. Un peu comme maintenant on a fait dans l'Union européenne, où on a imposé à tous les opérateurs GSM qu'ils doivent avoir tous le même port pour qu'on puisse charger les portables. Parce qu'avant, il y avait autant de ports que d'opérateurs. Il faudrait aussi obliger les développeurs à avoir un certain système qui permet à un système de parler à un autre. Ça va nous aider particulièrement dans le privé. C'est les deux piliers sur lesquels j'ai voulu insister. Merci beaucoup. Ok, merci. Moi aussi, j'avais mentionné vraiment 3 points essentiels qui pourront être formulés sous forme de recommandations pour cette feuille de route-là. Le premier point va s'attarder sur la contribution du secteur privé justement dans ce processus de digitalisation. Il va falloir que ce secteur privé-là puisse travailler à s'aligner sur les priorités nationales. Ça, c'est un point très important. C'est vrai que nous mettons le numérique pour améliorer nos services, mais il faut que nous travaillions à avoir une vision plus large, de renforcer en fait le système de santé de façon générale. Donc, il faut vraiment se rapprocher des autorités nationales pour voir quelles sont vraiment les priorités en matière de digitalisation, et ensemble nous allons pouvoir aller sur des initiatives communes. Le deuxième point concerne les ressources humaines. Donc je suis revenu là-dessus lors du discours et le docteur vient juste également de le mentionner. Les ressources humaines de qualité sont vraiment essentielles, voilà, pour justement mettre en place cette digitalisation, cette santé numérique-là. Donc, c'est bien qu'il y ait déjà eu des formations. Et justement, pour nous, OMS, c'est une opportunité où, disons, en tout cas, nous accompagnons justement tout ce qui est processus de formation. Je pense qu'ensemble, nous pourrions justement échanger pour voir comment est-ce que l'OMS peut justement accompagner ce secteur privé-là. Mais bien sûr, en passant toujours par les autorités nationales. Voilà, donc il y a des plateformes des plateformes gratuites où il y a des formations qui sont disponibles, mais également nous pouvons déployer des experts qui pourront justement venir former sur des thématiques bien précises de la santé numérique. Donc les ressources humaines également, je pense qu'il serait intéressant de formuler une recommandation en lien avec la formation des acteurs. Et le dernier point concerne le partenariat. Il faut des partenariats solides entre le public et le privé. Et j'insiste toujours, il n'y a pas de compétition entre ces deux secteurs. Nous devons travailler plutôt à être complémentaires. Et chacun joue sa partition, en fait, dans le système de santé. Et c'est pour cela que je rejoins encore le premier point. Il faut que nous puissions nous aligner, justement. Il faut que le secteur privé puisse s'aligner sur les priorités nationales, et cela va justement permettre d'avoir des cadres de concertation. Ils vont permettre également au secteur privé d'avoir justement des guidances sur la santé numérique au Bénin. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame la représentante du représentant résident de l'OMS au Bénin. Merci, Monsieur le Président donc, de la CPB. J'essaie de ne pas me tromper. Pour synthétiser rapidement ce que nous avons dit au niveau donc, du panel, d'accord. Nous avons retenu quand même qu'il y a des acquis qui sont réels. Donc nous avons des opportunités pour cette transformation digitale, et opportunités qui doivent nous permettre donc d'édulcorer peut-être donc les risques et les challenges qui sont nombreux. Nous les avons cités tout au long donc de ces interventions. Nous avons vu que nous avons des défis qui sont structurels, mais l'espoir est permis parce que ces défis sont surmontables. Si nous travaillons tous ensemble, Madame la représentante vous a parlé donc de partenariat, vous avez parlé donc de ressources humaines, de formation de ressources humaines.
Et vous avez parlé surtout de l'alignement des cliniques privées et des acteurs sur les priorités nationales. Parce que c'est ça qui permet donc d'avoir une certaine collaboration, une co-création en fait, entre le public et le privé. Et je vais laisser peut-être, voilà, Madame la directrice donc, de Serena, nous donner une synthèse sur donc, les points d'engagement que vous avez mentionnés. Merci. Merci. Alors, les points d'engagement, avant tout, j'ai bien noté, c'est la formation et l'interopérabilité. Ces deux mots sont revenus souvent. Donc, j'ai noté que l'OMS est prêt à accompagner dans ce domaine de formation et l'interopérabilité entre les différents acteurs. Et surtout aussi, ça me permet de dire que ça a été dit plusieurs fois, l'aspect humain est important. Le patient est au centre. Et ça permet une accessibilité plus large. Le patient qui est au fin fond d'une zone rurale avec la télémédecine pourra avoir une consultation, par exemple. Donc, le plus important, c'est que privé et public travaillent ensemble et que l'OMS est prêt à accompagner le Bénin comme l'OMS le fait déjà. Merci. D'accord. Mais merci beaucoup pour cette synthèse qui résume assez bien ce que nous avons dit sur ce panel. Pour terminer, mesdames et messieurs, je vais peut-être dire que le numérique n'est pas une fin en soi. On l'a tous vu ici, c'est un levier critique, stratégique donc de transformation. Ce levier est là pour mieux soigner, mieux prévenir, mieux gérer et surtout mieux équiper les Béninois pour prendre soin d'eux-mêmes, de leur famille et de leur santé. On a retenu que le Bénin a les ressources humaines qu'il faut. On peut le voir à travers donc, le parterre donc, de tous ceux qui sont présents. Il nous appartient aujourd'hui de passer de la vision aux actions. Et je voudrais, pour terminer, vous remercier encore une fois et merci aussi à l'assistance. Bonne journée à vous. Merci.